Hola, soy el Padre Miguel y es una bendición tenerlos hoy aquí conmigo. Demos gracias a nuestro Señor. Je m'appelle Catherine, j'ai 68 ans et toute ma vie j'ai travaillé dur pour offrir le meilleur à ma fille unique, Élise. Son père nous a quittés quand elle avait à peine 3 ans et depuis ce jour-là, c'est moi qui ai tout porté sur mes épaules. J'ai travaillé comme secrétaire dans une petite entreprise de Lyon pendant plus de 40 ans. Et chaque centime que je gagnais, je le mettais de côté pour qu'elle puisse étudier, voyager, avoir une vie meilleure que la mienne. Je me souviens encore de ces matins d'hiver où je me levais à 5 heures pour préparer son petit déjeuner avant de partir travailler, de ces soirées où je cousais ses vêtements parce que je n'avais pas les moyens de lui acheter du neuf. Mais jamais je ne me suis plainte. Élise, c'était toute ma vie, ma raison de continuer, de me battre chaque jour. Élise a toujours été une fille douce, intelligente, un peu timide peut-être, mais avec un cœur immense. Elle réussissait bien à l'école, elle avait des rêves plein la tête, elle voulait travailler dans le commerce international, voyager, découvrir le monde. Et moi, j'étais tellement fier d'elle. Quand elle a obtenu son diplôme en gestion avec mention, j'ai pleuré de joie. C'était la preuve que tous mes sacrifices avaient servi à quelque chose. Elle avait un avenir devant elle, un avenir que je n'avais jamais pu avoir. Elle a rencontré Thomas il y a 5 ans, lors d'un salon professionnel à Paris. C'était un jeune homme bien élevé, souriant, qui venait d'une famille aisée de Neuilly-sur-Seine. Au début, j'étais vraiment heureuse pour elle. Thomas semblait l'aimer sincèrement, et Élise rayonnait à ses côtés. Elle me parlait de lui avec des étoiles dans les yeux, elle me disait qu'il était gentil, attentionné, qu'il la respectait. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré, il m'a semblé être un bon garçon. Il était poli avec moi. Il posait des questions sur mon travail, sur ma vie. Je me suis dit qu'Élise avait trouvé quelqu'un de bien, quelqu'un qui prendrait soin d'elle comme je l'avais toujours fait. Ils se sont mariés il y a 2 ans, dans une belle cérémonie organisée par la famille de Thomas. Tout était parfait, ou du moins c'est ce que je croyais. Le mariage a eu lieu dans un château aux environs de Versailles, avec plus de 200 invités, des fleurs partout, un orchestre, un photographe professionnel. Moi, j'étais là dans ma petite robe achetée en solde, un peu perdue au milieu de tous ces gens élégants qui parlèrent de voyages en Toscane et de résidences secondaires. Mais je m'en fichais. Ce qui comptait, c'était de voir ma fille heureuse. Et elle l'était, ce jour-là. Elle était radieuse dans sa robe blanche, elle riait, elle dansait. Thomas la regardait avec amour. Tout semblait parfait. Mais dès le début, j'ai senti quelque chose d'étrange chez sa mère, Madame Beaumont. Elle avait ce regard froid, ce sourire poli mais sans chaleur. Chaque fois qu'elle me parlait, j'avais l'impression qu'elle me jugeait, qu'elle me trouvait indigne d'être la mère de sa belle-fille. Je voyais bien comment elle me regardait de haut en bas, avec cette petite moue de mépris. Quand je lui ai serré la main le jour du mariage, sa poignée de main était molle, distante, comme si elle ne voulait pas vraiment me toucher. Et quand je lui ai dit que j'étais heureuse que nos enfants se soient trouvés, elle a juste hoché la tête avec un sourire crispé avant de se détourner pour parler à quelqu'un d'autre. Je voyais bien comment elle regardait ma fille aussi, avec une sorte de mépris à peine dissimulé. Pendant le repas de mariage, je l'ai entendu dire à une de ses amies, assez fort pour que je puisse l'entendre, « Thomas aurait pu trouver mieux, mais bon, il est amoureux, que voulez-vous » Ces mots m'ont blessé profondément, mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas gâcher cette journée, mais Élise, toujours si gentille, ne voulait rien voir. Elle me disait que j'exagérais, que Madame Beaumont était simplement réservée, qu'il fallait lui laisser du temps. Elle me disait que c'était normal qu'une mère soit un peu possessive avec son fils unique, que ça allait s'arranger avec le temps. Alors j'ai gardé mes pensées pour moi, parce que je ne voulais pas gâcher son bonheur. Je ne voulais pas être cette belle-mère qui crée des problèmes, qui sème la discorde. Je voulais juste qu'Élise soit heureuse, et si ça voulait dire que je devais supporter les regards froids et les remarques déplacées de Madame Beaumont, eh bien je le ferais.
Thomas travaillait dans l'entreprise familiale, une société de cosmétiques haut de gamme qui existe depuis 3 générations. Madame Beaumont en était la directrice générale, une femme d'affaires redoutable, respectée mais aussi crainte. L'entreprise s'appelait Beaumont Cosmétiques et elle était connue dans tout Paris pour ses produits de luxe. Madame Beaumont avait bâti un empire et elle en était très fière, trop fière même. Elle se croyait au-dessus de tout le monde, au-dessus des lois, au-dessus de la décence. Après leur mariage, Élise a cherché du travail. Elle qui avait un diplôme en gestion et qui parlait 3 langues couramment, elle voulait se rendre utile, avoir sa propre indépendance financière. Elle avait toujours été comme ça, ma fille. Elle ne voulait pas dépendre de son mari, elle voulait contribuer, avoir son propre salaire. Quand Madame Beaumont lui a proposé un poste dans l'entreprise, j'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. Quelque chose dans son regard, dans son sourire, me disait qu'il y avait un piège. Mais Élise était tellement contente, tellement reconnaissante. Elle pensait que c'était un geste d'ouverture, une main tendue, une façon pour sa belle-mère de l'accueillir dans la famille. Moi, je savais qu'il y avait autre chose derrière. Et ce que j'ai découvert le jour de sa prise de fonction, ça m'a brisé le cœur d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce matin-là, j'ai décidé de passer voir Élise à l'entreprise pour lui apporter un petit bouquet de fleurs et lui souhaiter bonne chance. C'était son premier jour et je voulais qu'elle sache que j'étais fier d'elle, que je serais toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Je me suis levé tôt, j'ai pris le métro jusqu'au 16e arrondissement et j'ai acheté des roses blanches dans une petite boutique près de la station. Je me souviens que j'étais nerveuse, excitée aussi. Ma fille allait commencer un nouveau chapitre de sa vie et j'avais hâte de voir son bureau, de rencontrer ses collègues, de la voir dans son nouveau rôle. Je suis arrivé vers 10h et à la réception, j'ai demandé où se trouvait le bureau d'Élise. La jeune femme à l'accueil m'a regardé d'un air gêné et elle a baissé les yeux avant de me dire qu'Élise n'avait pas de bureau, qu'elle était au sous-sol, le sous-sol. Mon cœur s'est serré. J'ai senti un frisson glacé me parcourir le dos. Pourquoi ma fille serait-elle au sous-sol? Elle avait un diplôme, de l'expérience, elle parlait 3 langues. Pourquoi ne lui avait-on pas donné un bureau comme à tout le monde? J'ai remercié la réceptionniste et j'ai pris l'ascenseur. Mes mains tremblaient en appuyant sur le bouton. Quand les portes se sont ouvertes sur le sous-sol, j'ai été frappé par l'odeur de produits d'entretien et d'humidité. C'était sombre, froid, avec des néons qui grésillaient au plafond. Il n'y avait personne dans les couloirs, juste des cartons empilés contre les murs, des équipements de nettoyage rangés dans des coins, des balais, des seaux. J'ai suivi le bruit de l'eau qui coulait et je suis arrivé devant les toilettes du personnel. La porte était entrouverte. J'ai poussé doucement et là, j'ai vu ma fille. Ma douce Élise, à genoux sur le sol carrelé, en train de frotter les toilettes avec une brosse, vêtue d'un uniforme de femme de ménage taché et trop grand pour elle. Ses cheveux étaient attachés en arrière avec un élastique usé. Son visage était rouge de fatigue et d'humiliation. Elle avait les mains dans l'eau sale, les gants en caoutchouc troués. Elle frottait en silence, les larmes coulant sur ses joues. Quand elle a levé les yeux et qu'elle m'a vu, j'ai vu ses larmes couler encore plus fort. Elle a essayé de sourire, de me dire que tout allait bien, mais sa voix tremblait tellement qu'elle n'arrivait même pas à finir ses phrases. Elle a balbutié « Maman, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Et puis elle s'est effondrée. Elle a caché son visage dans ses mains et elle a pleuré comme une enfant. Je suis resté figé, incapable de bouger, incapable de respirer. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Ma fille, ma petite fille que j'avais tant protégée, qui avait tant travaillé, qui avait tant d'ambition, était là, à genoux, en train de nettoyer des toilettes. Comment avait-on pu lui faire ça? Comment sa belle-mère avait-elle pu l'humilier ainsi? Et puis j'ai entendu une voix derrière moi, cette voix glaciale et pleine de mépris que je reconnaîtrais entre 1000. Madame Beaumont. Elle était là, debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, avec ce sourire satisfait sur les lèvres. Elle portait un tailleur impeccable, des talons hauts,
des bijoux qui brillaient sous la lumière des néons. Elle me regardait comme si j'étais une intruse, comme si je n'avais rien à faire là. Et puis elle a dit, d'un ton détaché, presque amusé, « C'est le seul travail que cette idiote sait faire. Elle n'a aucune compétence, aucune éducation digne de ce nom. » Alors je lui ai donné un poste à sa mesure. J'ai senti la rage monter en moi, une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai serré les poings, j'ai voulu lui crier dessus, lui dire qu'elle n'avait pas le droit de traiter ma fille comme ça. Mais quelque chose m'en a empêché. J'ai regardé Élise, qui pleurait toujours, et j'ai compris que si je réagissais maintenant, si je faisais un scandale, ça ne ferait qu'empirer les choses pour elle. Alors j'ai ravalé ma colère. J'ai posé le bouquet de roses sur le rebord du lavabo, j'ai embrassé ma fille sur le front, et je lui ai murmuré à l'oreille « Ne t'inquiète pas, ma chérie, maman va arranger ça. » Et puis je suis sorti sans regarder Madame Beaumont, sans lui adresser un seul mot. J'ai pris l'ascenseur, je suis sorti de ce bâtiment, et une fois dehors, j'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché dans mes contacts un nom que je n'avais pas appelé depuis des années. Un nom que j'avais gardé précieusement au cas où j'en aurais besoin un jour. Parce que voyez-vous, Madame Beaumont ne savait pas tout de moi. Elle ne savait pas que pendant toutes ces années où je travaillais comme secrétaire, j'avais accumulé des contacts, des informations, des secrets. Elle ne savait pas que j'avais travaillé pour un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit du travail et que j'avais gardé de très bonnes relations avec certains de mes anciens collègues. Elle ne savait pas que j'avais aussi un ami très proche qui travaillait pour l'inspection du travail. Un homme intègre qui détestait les injustices autant que moi. Et surtout, elle ne savait pas à quel point une mère peut être déterminée quand on s'en prend à son enfant. J'ai composé le numéro et quand il a décroché, j'ai dit d'une voix calme mais ferme « Bonjour Pierre, c'est Catherine. J'ai besoin de ton aide. Il faut qu'on parle de Beaumont Cosmétiques. » Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer. Pierre Lemaire était un homme que j'avais rencontré il y a presque 20 ans, quand je travaillais encore au cabinet d'avocats Dufresne et Associés à Lyon. À l'époque, il était jeune inspecteur du travail, plein d'idéaux et de détermination. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs dossiers de harcèlement et d'abus en entreprise, et au fil des années, nous étions devenus amis. Même après mon départ du cabinet, nous étions restés en contact. Il m'envoyait une carte à Noël. Je l'invitais parfois à prendre un café quand il passait par Lyon. C'était quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui je savais que je pouvais compter. Quand je lui ai expliqué la situation au téléphone, Pierre est resté silencieux un long moment. Et puis il a dit, d'une voix grave, « Catherine, ce que tu me décris là, c'est du harcèlement moral caractérisé, peut-être même de la discrimination. Si c'est vrai, Madame Beaumont est dans une situation très délicate. Mais il me faut des preuves, des témoignages, des documents, quelque chose de concret. » Je lui ai dit que je lui trouverais tout ce dont il avait besoin. J'ai raccroché et j'ai réfléchi. Comment allais-je faire pour rassembler des preuves? Je ne pouvais pas demander à Élise de témoigner contre sa belle-mère, pas tout de suite en tout cas. Elle était trop fragile, trop bouleversée. Et puis elle aimait Thomas. Elle ne voulait pas mettre son mariage en péril. Il fallait que je trouve un autre moyen. Le lendemain matin, je suis retourné à l'entreprise Beaumont Cosmétiques. Cette fois, je n'ai pas demandé à voir Élise. J'ai attendu dehors, dans un petit café en face de l'immeuble, et j'ai observé. J'ai vu les employés entrer et sortir, j'ai écouté leurs conversations. Beaucoup d'entre eux avaient l'air stressés, fatigués. Certains fumaient dehors pendant leur pause, et je pouvais entendre leurs plaintes. « Elle est impossible », disait une jeune femme brune. « Elle nous traite comme de la merde », renchérissait un homme d'une quarantaine d'années. « Je cherche du travail ailleurs. Je ne peux plus supporter ça, » soupirait une autre. J'ai compris que Madame Beaumont n'était pas seulement cruelle avec ma fille. Elle l'était avec tout le monde. C'était une tyran, une femme qui prenait plaisir à rabaisser les autres, à les humilier. J'ai alors eu une idée. J'ai attendu la pause déjeuner et quand j'ai vu plusieurs employés sortir pour fumer, je me suis approché d'eux. Je me suis présenté comme une journaliste indépendante qui enquêtait sur les conditions de travail dans les grandes entreprises parisiennes.
Au début, ils étaient méfiants, mais quand je leur ai promis l'anonymat, ils ont commencé à parler. Et ce qu'ils m'ont raconté m'a glacé le sang. Une femme m'a dit que Madame Beaumont l'avait obligée à travailler 15 heures par jour pendant des semaines sans la payer pour les heures supplémentaires. Un homme m'a dit qu'elle l'avait insulté devant toute l'équipe parce qu'il avait fait une petite erreur dans un rapport. Une autre femme m'a dit qu'elle avait fait une dépression nerveuse à cause du harcèlement constant. Plusieurs d'entre eux m'ont parlé de collègues qui avaient démissionné à cause de l'atmosphère toxique, d'autres qui étaient en arrêt maladie pour burn-out. J'ai pris des notes, j'ai enregistré leurs témoignages avec leur permission et j'ai promis de les protéger. Mais ce n'était pas suffisant. Il me fallait des preuves plus solides, des documents, des contrats de travail, des fiches de paie. Et c'est là que j'ai pensé à quelque chose. Élise avait sûrement signé un contrat de travail en entrant dans l'entreprise. Si je pouvais mettre la main dessus, je pourrais prouver que Madame Beaumont l'avait engagée sous de fausses promesses, qu'elle l'avait trompée sur la nature du poste. J'ai appelé Élise ce soir-là et je lui ai demandé de me montrer son contrat. Au début, elle a hésité. Elle avait peur de trahir sa belle-mère, peur de créer des problèmes. Mais quand je lui ai dit que c'était la seule façon de mettre fin à cette injustice, elle a accepté. Le lendemain, elle m'a envoyé une photo du contrat par téléphone. Et quand je l'ai lu, j'ai senti la colère monter à nouveau. Le contrat stipulait qu'Élise avait été engagée en tant qu'assistante de direction, avec un salaire de 3 000 € par mois. Mais dans la réalité, elle était traitée comme une femme de ménage, payée 1 200 € par mois, soit le salaire minimum. C'était une fraude pure et simple. Madame Beaumont avait délibérément menti sur les termes du contrat et elle exploitait ma fille. J'ai immédiatement transmis le document à Pierre, ainsi que les témoignages que j'avais recueillis. Il m'a rappelé quelques heures plus tard et sa voix était grave. « Catherine, tu as fait du bon travail. J'ai suffisamment de preuves pour lancer une enquête officielle. Je vais envoyer une équipe d'inspecteurs chez Beaumont Cosmétiques la semaine prochaine. Mais je te préviens, ça va faire du bruit. Madame Beaumont ne va pas accepter ça sans se battre. » Je lui ai dit que j'étais prête à affronter les conséquences. Tout ce qui comptait pour moi, c'était de protéger ma fille et de faire justice. Les jours suivants ont été tendus. Élise continuait à travailler au sous-sol, humiliée chaque jour un peu plus. Madame Beaumont semblait prendre un plaisir pervers à la rabaisser devant les autres employés. Elle lui donnait les tâches les plus dégradantes. Elle la critiquait constamment. Elle lui refusait ses pauses. Élise rentrait chez elle chaque soir en pleurs, épuisée physiquement et moralement. Thomas, lui, ne voyait rien. Ou plutôt, il ne voulait rien voir. Quand Élise essayait de lui parler de ce qu'elle vivait, il minimisait, il disait que c'était normal de commencer en bas de l'échelle, qu'il fallait qu'elle fasse ses preuves. Il était tellement sous l'emprise de sa mère qu'il ne pouvait pas voir la vérité en face. Et ça me mettait hors de moi. Mais je savais que bientôt, tout allait changer. Bientôt, Madame Beaumont allait recevoir la visite des inspecteurs et elle allait comprendre qu'on ne s'en prend pas impunément à la fille de Catherine Moreau. Le jour tant attendu est arrivé un mardi matin. Pierre m'avait prévenu la veille que l'inspection aurait lieu à 9 heures précises. J'ai pris le métro jusqu'au 16e arrondissement et je me suis installé dans le même petit café en face de l'immeuble de Beaumont Cosmétiques. J'avais apporté un journal pour faire semblant de lire, mais en réalité, je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'entrée de l'entreprise. À 9 heures tapantes, une voiture grise s'est garée devant le bâtiment et 4 personnes en sont sorties. Pierre était parmi eux, accompagné de 3 autres inspecteurs. Ils avaient des porte-documents à la main, des badges officiels accrochés à leur veste. Ils sont entrés d'un pas décidé et j'ai senti mon cœur battre plus fort. Ça y est, c'était le moment. Je suis resté là pendant plus de 3 heures, à attendre, à imaginer ce qui se passait à l'intérieur. Je me demandais comment Madame Beaumont réagissait, si elle essayait de nier, de mentir, de se défendre. Je me demandais aussi comment Élise allait, si elle savait ce qui se passait, si elle avait peur. Et puis, vers midi, les inspecteurs sont ressortis. Pierre m'a fait un petit signe discret de la main et j'ai compris que les choses s'étaient bien passées.
Je l'ai rejoint un peu plus loin dans la rue et il m'a expliqué ce qui s'était passé. Madame Beaumont a été prise au dépourvu, m'a-t-il dit avec un petit sourire. Elle ne s'attendait pas du tout à notre visite. Au début, elle a essayé de jouer la femme d'affaires respectable. Elle nous a accueillis avec un grand sourire. Elle nous a offert du café. Mais quand on lui a montré les documents, les témoignages, le contrat de ta fille, son visage est devenu blanc comme un linge. Elle a essayé de se justifier, de dire que c'était un malentendu, que ta fille avait mal compris les termes de son contrat. Mais on a trouvé d'autres irrégularités. Des heures supplémentaires non payées, des contrats frauduleux, des conditions de travail dangereuses. On a même trouvé des fiches de paie falsifiées. Catherine, cette femme est dans de très gros ennuis. J'ai senti un immense soulagement m'envahir. Enfin, justice allait être rendue. Pierre m'a dit que Madame Beaumont allait recevoir une mise en demeure officielle, qu'elle avait 15 jours pour régulariser la situation de tous ses employés sous peine de sanctions très lourdes. Il m'a aussi dit qu'une enquête plus approfondie allait être menée et que si d'autres fraudes étaient découvertes, elle risquait des poursuites pénales. « Et pour ta fille ?» ai-je demandé. « Elle va être rétablie dans ses droits », m'a-t-il répondu. « Elle doit être payée selon les termes de son contrat, elle doit recevoir un vrai poste d'assistante de direction et elle doit recevoir des excuses formelles. Si Madame Beaumont refuse, on la traîne devant les prud'hommes. » Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un poids en moins sur les épaules. Mais je savais que la bataille n'était pas encore terminée. Madame Beaumont n'était pas du genre à accepter la défaite sans se battre. Et effectivement, 2 jours plus tard, Élise m'a appelé en pleurs. Elle m'a dit que Madame Beaumont l'avait convoquée dans son bureau et qu'elle lui avait hurlé dessus pendant 1 heure. Elle l'avait accusée d'avoir tout manigancé, d'avoir monté un complot contre elle avec moi. Elle lui avait dit qu'elle était une traîtresse, une ingrate, qu'elle ne méritait pas d'être dans cette famille. Elle lui avait dit que si elle ne retirait pas sa plainte, elle ferait en sorte que Thomas divorce d'elle. Élise était effondrée. Elle avait peur de perdre son mari, peur de détruire son mariage. « Maman, qu'est-ce que je dois faire ?» m'a-t-elle demandé d'une voix brisée. Je lui ai dit de tenir bon, de ne pas céder aux menaces. Je lui ai dit que si Thomas l'aimait vraiment, il la soutiendrait. Et que si Madame Beaumont continuait à la harceler, on porterait plainte pour harcèlement moral. Mais au fond de moi, j'avais peur. Peur que Madame Beaumont trouve un moyen de se venger. Peur qu'elle fasse du mal à ma fille. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre les choses en main une fois de plus. J'ai décidé de rendre visite à Thomas. Oui, j'allais aller parler à mon gendre, lui ouvrir les yeux, lui faire comprendre ce que sa mère était en train de faire à sa femme. Parce que je ne pouvais plus rester les bras croisés. Il était temps que quelqu'un mette les choses au clair. Le lendemain après-midi, je me suis rendu au bureau de Thomas. Il travaillait dans le même bâtiment que sa mère, mais à un étage différent. Quand je suis arrivé à la réception, j'ai demandé à le voir. La réceptionniste m'a dit qu'il était en réunion, mais j'ai insisté. J'ai dit que c'était urgent, que c'était au sujet de sa femme. Elle a fini par accepter de lui transmettre le message et quelques minutes plus tard, Thomas est apparu. Il avait l'air surpris de me voir, un peu gêné aussi. « Catherine, que faites-vous ici ?» m'a-t-il demandé. « Il faut qu'on parle », lui ai-je répondu d'un ton ferme. « C'est au sujet d'Élise. » Il m'a fait entrer dans son bureau, un espace moderne et lumineux avec une vue sur la Seine. Nous nous sommes assis et je lui ai tout raconté. Je lui ai dit ce que sa mère avait fait à Élise, comment elle l'avait humiliée, exploitée, harcelée. Je lui ai montré les preuves, les témoignages, le contrat frauduleux. Au début, Thomas a essayé de défendre sa mère. Il a dit que c'était impossible, que sa mère n'était pas comme ça. Mais au fur et à mesure que je parlais, j'ai vu son visage changer. J'ai vu le doute s'installer dans ses yeux, puis la colère, puis la tristesse. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, et puis il a dit, d'une voix brisée, « Je ne savais pas, je ne savais vraiment pas. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que les choses allaient vraiment changer. Thomas était effondré.
Je voyais bien qu'il était déchiré entre l'amour qu'il portait à sa mère et l'amour qu'il portait à sa femme. Il s'est levé, il a fait les 100 pas dans son bureau, les mains dans les cheveux. « Comment ai-je pu ne rien voir ?» répétait-il. « Comment ai-je pu laisser ma mère faire ça à Élise ?» Je lui ai dit qu'il n'était pas trop tard pour réparer les choses, qu'il devait maintenant prendre position, choisir son camp. « Élise a besoin de toi, Thomas, » lui ai-je dit. « Elle a besoin de sentir que tu es de son côté, que tu la protèges. Si tu ne fais rien, elle va finir par se briser. Et votre mariage avec ?» Il m'a regardé, les yeux rougis, et il a hoché la tête. « Vous avez raison. Je vais parler à ma mère. Je vais mettre les choses au clair. » Le soir même, Thomas a eu une confrontation avec Madame Beaumont. Élise m'a raconté plus tard ce qui s'était passé. Thomas était allé voir sa mère dans son bureau et il lui avait demandé des explications. Au début, Madame Beaumont avait nié. Elle avait dit que tout ça n'était qu'un tissu de mensonges, que j'avais monté Élise contre elle. Mais Thomas avait insisté. Il lui avait montré les preuves, le contrat, les témoignages. Et là, Madame Beaumont avait explosé. Elle avait crié qu'Élise n'était pas digne de faire partie de leur famille, qu'elle était une fille de rien, issue d'un milieu modeste, sans éducation, sans classe. Elle avait dit que Thomas aurait dû épouser quelqu'un de leur monde, une fille de bonne famille qui comprenait leur mode de vie. Elle avait dit qu'elle avait accepté ce mariage à contre-cœur, mais qu'elle avait toujours su qu'Élise serait un problème. Et quand Thomas lui avait dit qu'il aimait Élise et qu'il ne laisserait personne la rabaisser, pas même sa propre mère, Madame Beaumont avait dit quelque chose d'horrible. Elle avait dit « Si tu choisis cette fille plutôt que ta propre mère, tu peux dire adieu à ton héritage. Je te déshériterai. Tu n'auras plus rien. » C'était un ultimatum, un chantage émotionnel et financier. Madame Beaumont pensait que Thomas allait céder, qu'il allait choisir l'argent et le confort plutôt que sa femme. Mais elle se trompait. Thomas avait peut-être été aveugle pendant longtemps, mais maintenant il voyait clair. Il avait compris qui était vraiment sa mère. Il lui a répondu d'une voix ferme « Garde ton argent, maman, je n'en veux pas. Ce qui compte pour moi, c'est ma femme, ma famille. Si tu ne peux pas respecter ça, alors je préfère couper les ponts. » Et il est sorti du bureau de sa mère sans se retourner. Élise m'a raconté tout ça en pleurant, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. Son mari l'avait enfin soutenue. Il avait pris sa défense. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait aimée, protégée. Thomas lui a dit qu'elle n'avait plus besoin de travailler chez Beaumont Cosmétiques, qu'elle allait démissionner immédiatement et qu'il trouverait un autre moyen de vivre. Il lui a dit qu'il allait chercher du travail ailleurs, qu'il ne voulait plus être sous l'emprise de sa mère. Et c'est exactement ce qu'il a fait. 2 jours plus tard, Thomas a donné sa démission. Madame Beaumont a été furieuse. Elle a essayé de le faire changer d'avis, elle a pleuré, elle a supplié, elle a menacé. Mais Thomas est resté ferme. Il avait pris sa décision. Pendant ce temps, l'enquête de l'inspection du travail se poursuivait. Pierre m'avait tenu au courant des développements. De nouvelles preuves avaient été découvertes. Des employés avaient témoigné de harcèlement, d'humiliation publique, de conditions de travail déplorables. Certains avaient même parlé de violence verbale. Madame Beaumont était dans une situation de plus en plus précaire. Son entreprise risquait de lourdes sanctions et elle risquait personnellement des poursuites pénales. Mais elle refusait toujours d'admettre ses torts. Elle continuait à nier, à se poser en victime, à accuser tout le monde sauf elle-même. Et puis un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un journaliste a eu vent de l'affaire. Il a contacté Pierre, il a contacté certains des employés qui avaient témoigné et il a décidé d'écrire un article sur les conditions de travail chez Beaumont Cosmétiques. L'article a été publié dans un grand quotidien parisien avec un titre choc. Beaumont Cosmétiques, quand le luxe cache l'exploitation. L'article détaillait toutes les pratiques abusives de Madame Beaumont, les témoignages des employés, les preuves de fraude. Et en quelques heures, l'article est devenu viral. Les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire.
Des milliers de personnes ont partagé l'article, commenté, exprimé leur indignation. Certains ont appelé au boycott des produits Beaumont cosmétiques. D'autres ont partagé leurs propres expériences de harcèlement en entreprise. L'affaire a pris une ampleur nationale. Madame Beaumont était sous le feu des projecteurs et elle ne pouvait plus se cacher. Les médias ont commencé à la traquer, à demander des interviews, à poser des questions embarrassantes. Des clients ont commencé à annuler leurs commandes. Des partenaires commerciaux ont rompu leurs contrats. L'entreprise familiale, qui existait depuis 3 générations, était au bord de la faillite. Et tout ça parce qu'une mère avait osé défendre sa fille. Parce qu'une femme simple, une ancienne secrétaire, avait refusé de se laisser intimider par une femme puissante. J'étais fier de ce que j'avais accompli, mais je savais que ce n'était pas encore fini. Madame Beaumont n'avait pas dit son dernier mot. Les semaines qui ont suivi la publication de l'article ont été chaotiques. Madame Beaumont a essayé de sauver son entreprise et sa réputation. Elle a engagé une équipe de relations publiques pour tenter de redorer son image. Elle a donné des interviews dans lesquelles elle se présentait comme une victime. Elle a dit que tout ça n'était qu'un complot orchestré par des employés mécontents et jaloux. Elle a même osé dire qu'Élise avait inventé toute cette histoire pour lui extorquer de l'argent. Mais personne ne l'a cru. Les preuves étaient trop accablantes, les témoignages trop nombreux. Les gens voyaient clair dans son jeu. Pendant ce temps, Élise et Thomas avaient déménagé. Ils avaient quitté l'appartement que Madame Beaumont leur avait offert et ils s'étaient installés dans un petit 2 pièces dans le 11e arrondissement. C'était modeste, mais c'était à eux. Thomas avait trouvé un poste dans une autre entreprise, un travail honnête avec un bon salaire. Élise, elle, avait décidé de prendre un peu de temps pour elle, pour se reconstruire après tout ce qu'elle avait vécu. Elle suivait une thérapie pour surmonter le traumatisme du harcèlement et peu à peu, elle reprenait confiance en elle. Elle m'appelait tous les jours, et à chaque fois, je sentais qu'elle allait mieux. Sa voix était plus légère, plus joyeuse. Elle me parlait de ses projets, de ses envies. Elle voulait reprendre des études, peut-être ouvrir sa propre petite entreprise un jour. Elle avait retrouvé l'espoir. 1 mois après la publication de l'article, Pierre m'a appelé pour me dire que l'inspection du travail avait terminé son enquête. Le rapport était accablant. Madame Beaumont était reconnue coupable de multiples infractions au Code du travail, harcèlement moral, non-paiement des heures supplémentaires, falsification de documents, conditions de travail dangereuses. L'entreprise Beaumont Cosmétiques a été condamnée à payer des amendes considérables et Madame Beaumont a été personnellement condamnée à verser des dommages et intérêts à plusieurs employés, dont Élise. Elle a aussi été interdite de diriger une entreprise pendant 5 ans. C'était une victoire éclatante. Justice avait été rendue. Mais la chute de Madame Beaumont ne s'est pas arrêtée là. Quelques semaines plus tard, son mari, Monsieur Beaumont, a demandé le divorce. Il avait lui aussi été ébranlé par les révélations. Il avait découvert que sa femme avait caché beaucoup de choses, qu'elle avait géré l'entreprise de manière autoritaire et malhonnête sans jamais lui en parler. Il avait aussi découvert qu'elle avait menti sur beaucoup d'autres choses dans leur vie privée. Il en avait assez. Il voulait refaire sa vie loin d'elle. Le divorce a été long et compliqué, mais finalement, M. Beaumont a obtenu la garde de leur maison familiale et une bonne partie des actifs. Madame Beaumont s'est retrouvée seule, sans son mari, sans son fils, sans son entreprise, sans son pouvoir. Elle qui avait été si fière, si arrogante, était maintenant une femme brisée. Quant à moi, j'ai continué ma vie tranquillement. Je suis retourné à mes petites habitudes, mes promenades dans le parc, mes après-midi avec mes amis, mes soirées avec un bon livre, mais j'avais la satisfaction d'avoir protégé ma fille, d'avoir fait ce qui était juste, et surtout, j'avais renforcé mon lien avec Élise. Elle me disait souvent « Maman, merci, merci d'avoir été là pour moi, merci de ne jamais avoir abandonné. » Et chaque fois qu'elle me disait ça, mon cœur se gonflait de bonheur. Un jour, environ 6 mois après toute cette histoire, Élise et Thomas sont venus dîner chez moi. Ils avaient quelque chose à m'annoncer. Quand ils sont arrivés, je les ai trouvés rayonnants, avec des sourires jusqu'aux oreilles. Nous nous sommes installés à table, et après le repas, Élise a pris ma main et elle a dit « Maman,
on a une grande nouvelle. Je suis enceinte. » J'ai senti les larmes monter à mes yeux. Ma petite fille allait avoir un bébé. J'allais être grand-mère. C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Je les ai serrés dans mes bras et nous avons pleuré de joie tous les trois. Thomas m'a dit « Catherine, vous êtes une femme incroyable. Sans vous, je n'aurais jamais eu le courage de m'opposer à ma mère. Sans vous, je n'aurais jamais pu protéger Élise. Vous nous avez sauvés. » J'ai souri et j'ai dit « C'est ce que font les mères. Elles protègent à leurs enfants, quoi qu'il en coûte. » Quelques mois plus tard, Élise a donné naissance à une petite fille. Ils l'ont appelée Catherine, en mon honneur. Quand j'ai tenu ce petit être dans mes bras pour la première fois, j'ai su que tout ce que j'avais fait en valait la peine. Tous les combats, toutes les peurs, toutes les nuits blanches, tout ça avait un sens maintenant. J'avais protégé ma fille et maintenant je pouvais voir grandir ma petite fille dans un environnement sain avec des parents aimants et courageux. Quant à Madame Beaumont, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. J'ai entendu dire qu'elle avait quitté Paris, qu'elle vivait maintenant dans le sud de la France, loin de tout, dans une petite maison. Certains disent qu'elle est devenue amère et solitaire, d'autres disent qu'elle a enfin pris conscience de ses erreurs. Je ne sais pas ce qui est vrai, et franchement, je m'en fiche. Ce qui compte pour moi, c'est ma famille, mon bonheur et celui d'Élise. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Les mois ont passé, et la vie a repris son cours normal. Élise s'épanouissait dans son rôle de mère, et Thomas était un père merveilleux. Il passait tout son temps libre avec sa fille, il la berçait, il lui chantait des chansons, il changeait ses couches sans jamais se plaindre. C'était beau à voir. Moi, j'étais une grand-mère comblée. Je passais mes après-midi chez eux, à garder la petite pendant qu'Élise se reposait ou faisait ses courses. Je lui racontais des histoires. Je lui chantais les mêmes berceuses que je chantais à Élise quand elle était bébé. C'était un bonheur simple, mais profond. Un jour, Élise m'a annoncé qu'elle avait décidé de reprendre ses études. Elle voulait faire un master en gestion des ressources humaines. Elle disait qu'après tout ce qu'elle avait vécu, elle voulait aider d'autres personnes qui subissaient du harcèlement en entreprise. Elle voulait devenir une voix pour ceux qui n'osaient pas parler. J'étais tellement fier d'elle. Ma fille avait transformé son traumatisme en force, en détermination. Elle s'est inscrite à l'université et elle a commencé ses cours. C'était difficile de jongler entre les études, le bébé et la vie de famille, mais elle y arrivait. Thomas la soutenait à 100% et moi aussi. Nous étions tous là pour elle. Pendant ce temps, l'entreprise Beaumont Cosmétiques avait été reprise par une société externe. Les nouveaux dirigeants avaient fait le ménage, ils avaient licencié les managers toxiques, ils avaient changé les conditions de travail, ils avaient instauré une politique de tolérance zéro contre le harcèlement. Plusieurs anciens employés m'ont contacté pour me remercier. Ils me disaient que grâce à moi, grâce à mon courage, leur vie avait changé. Ils travaillaient maintenant dans un environnement sain et respectueux. C'était gratifiant de savoir que mon combat avait eu un impact au-delà de ma propre famille. Un jour, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une journaliste qui voulait m'interviewer pour un documentaire sur le harcèlement en entreprise. Elle avait entendu parler de mon histoire, de comment j'avais aidé ma fille et d'autres employés à obtenir justice. Au début, j'ai hésité. Je n'étais pas sûr de vouloir m'exposer publiquement. Mais Élise m'a encouragé. Elle m'a dit « Maman, ton histoire peut inspirer d'autres personnes. Elle peut donner du courage à ceux qui subissent des injustices et qui n'osent pas parler. » Alors j'ai accepté. L'interview a eu lieu dans mon petit appartement de Lyon. La journaliste était une jeune femme sympathique, passionnée par son sujet. Elle m'a posé beaucoup de questions sur mon parcours, sur ce qui m'avait motivé à agir, sur les difficultés que j'avais rencontrées. Je lui ai raconté toute l'histoire, depuis le jour où j'ai trouvé Élise en train de nettoyer les toilettes jusqu'à la condamnation de Madame Beaumont. Je lui ai parlé de mes peurs, de mes doutes, mais aussi de ma détermination. Je lui ai dit que quand on est parent, on trouve toujours la force de se battre pour son enfant, peu importe les obstacles. Le documentaire est sorti quelques mois plus tard,
et il a eu un grand succès. Des milliers de personnes l'ont regardé et beaucoup m'ont écrit pour me remercier. Certaines m'ont raconté leurs propres histoires de harcèlement, d'autres m'ont dit que mon témoignage leur avait donné le courage de porter plainte contre leur employeur. J'ai reçu des lettres de femmes âgées qui me disaient qu'elles étaient fières de moi, qu'elles auraient aimé avoir mon courage. Tout ça me touchait profondément. Je n'avais jamais imaginé que mon histoire aurait un tel impact. Élise, de son côté, avait terminé son master avec mention. Elle avait trouvé un poste dans une grande entreprise parisienne en tant que responsable des ressources humaines. Son rôle était justement de veiller au bien-être des employés, de prévenir le harcèlement, de créer un environnement de travail sain. Elle adorait son travail et elle était très douée. Ses collègues l'appréciaient, ses supérieurs la respectaient. Elle avait enfin trouvé sa voie. Un an après la naissance de la petite Catherine, Élise et Thomas ont décidé de déménager à nouveau. Ils avaient économisé suffisamment pour acheter un petit pavillon en banlieue parisienne, avec un jardin où la petite pourrait jouer. Ils m'ont proposé de venir vivre avec eux, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas les envahir, je voulais qu'ils aient leur espace, leur intimité. Mais je leur rendais visite souvent, et eux venaient me voir régulièrement aussi. Un jour, alors que j'étais chez eux pour le dimanche, on a sonné à la porte. Thomas est allé ouvrir et quand il est revenu, il avait un air étrange. « Catherine, il y a quelqu'un qui veut vous voir », m'a-t-il dit. Je me suis levé, intrigué, et je suis allé jusqu'à la porte. Et là, j'ai eu la surprise de ma vie. C'était Madame Beaumont. Elle se tenait là, sur le pas de la porte, vêtue simplement, sans maquillage, les cheveux gris et défaits. Elle avait vieilli de 10 ans. Elle semblait fragile, presque frêle. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de tristesse et elle a dit d'une voix tremblante « Catherine, je peux vous parler ?» Je suis resté figé un instant, incapable de bouger. Madame Beaumont, la femme qui avait humilié ma fille, qui l'avait brisée, qui avait essayé de détruire son mariage. Cette femme était là, devant moi, et elle me demandait de lui parler. Ma première réaction a été de lui claquer la porte au nez. Mais quelque chose dans son regard m'a arrêté. Elle n'avait plus cette arrogance, cette suffisance que je lui avais toujours connue. Elle semblait réellement abattue, détruite. J'ai regardé Thomas, qui était aussi surpris que moi. Il a haussé les épaules, me laissant le choix. Élise est arrivée dans l'entrée, la petite Catherine dans les bras. Quand elle a vu sa belle-mère, elle s'est raidie. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» a-t-elle demandé d'une voix dure. Madame Beaumont a baissé les yeux. « Je suis venue m'excuser », a-t-elle dit doucement. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander votre pardon. Je sais que j'ai été horrible avec vous, avec Élise. Mais je voulais que vous sachiez que je regrette, profondément. » J'ai croisé les bras. « Vous regrettez? Vraiment? Ou vous regrettez juste d'avoir perdu votre empire, votre pouvoir, votre confort ?» Elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu qu'elle pleurait. Je regrette tout. J'ai été aveuglé par mon orgueil, par ma fierté. Je croyais que l'argent et le statut social étaient ce qui comptait le plus. Mais j'avais tort. J'ai perdu mon mari, mon fils, mon entreprise. J'ai perdu tout ce qui avait du sens. Et tout ça parce que j'étais trop têtue, trop méchante pour voir ce qui était vraiment important. Élise a serré la petite Catherine contre elle. « Vous m'avez humiliée, vous m'avez fait nettoyer des toilettes alors que j'avais un diplôme, vous m'avez traité comme une moins que rien. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous avais fait ?» Madame Beaumont a essuyé ses larmes. « Rien. Vous ne m'aviez rien fait. C'était ma jalousie, ma frustration. Je voyais que Thomas vous aimait plus qu'il ne m'avait jamais aimé. Je voyais que vous étiez douce, gentille, aimante, tout ce que je n'ai jamais été, et au lieu d'essayer de m'améliorer, j'ai voulu vous détruire. Je voulais vous rabaisser pour me sentir supérieure, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est perdre mon fils. » Thomas s'est avancé. « Maman, vous avez fait beaucoup de mal, pas seulement à Élise, mais à beaucoup de gens. Vous avez brisé des vies, vous avez détruit des familles.
Comment pouvez-vous penser que de simples excuses suffisent? Madame Beaumont a hoché la tête. Je sais que ça ne suffit pas. Je ne suis pas venu ici pour demander votre pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je suis juste venu pour vous dire que j'ai pris conscience de mes erreurs et que je vais passer le reste de ma vie à essayer de les réparer. J'ai vendu tout ce qui me restait et j'ai donné l'argent aux anciens employés que j'ai maltraités. J'ai écrit des lettres d'excuses à chacun d'eux. Je sais que ça ne changera pas le passé, mais c'est tout ce que je peux faire. J'ai observé cette femme brisée devant moi. Une partie de moi voulait lui crier dessus, lui faire payer tout le mal qu'elle avait fait. Mais une autre partie de moi ressentait de la pitié. Elle avait tout perdu. Elle était seule, sans personne pour l'aimer, sans personne pour la soutenir. Elle payait le prix de ses actes, et ce prix était lourd. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Madame Beaumont, ce n'est pas à moi de vous pardonner. C'est à Élise. C'est elle que vous avez blessée le plus. » Je me suis tourné vers ma fille. « Élise, c'est à toi de décider. » Élise a regardé sa belle-mère un long moment, et puis elle a dit, d'une voix calme mais ferme, « Je ne peux pas vous pardonner tout de suite. Ce que vous m'avez fait subir m'a brisé. Ça m'a pris des mois pour me reconstruire. Mais je vois que vous regrettez. Je vois que vous essayez de changer. Alors je vous donne une chance. Pas une chance de revenir dans nos vies comme avant, mais une chance de prouver que vous avez changé. Si vous voulez connaître votre petite fille, si vous voulez avoir une relation avec Thomas, il faudra que vous méritiez cette place. Vous devrez nous prouver par vos actes que vous êtes devenue une meilleure personne. Madame Beaumont a pleuré encore plus fort. Merci. Merci de me donner cette chance. Je vous promets que je ferai tout pour la mériter. Elle s'est approchée d'Élise et elle a regardé la petite Catherine avec des yeux remplis d'amour. « Elle est magnifique », a-t-elle murmuré. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Catherine », a répondu Élise. « Comme ma mère. » Madame Beaumont m'a regardé et j'ai vu une lueur de respect dans ses yeux. C'est un beau prénom et c'est mérité. Catherine est une femme extraordinaire, une vraie battante. Je regrette de ne pas avoir vu ça plus tôt. Elle est partie peu de temps après, en promettant de rester en contact. Les semaines qui ont suivi, elle a tenu parole. Elle envoyait des messages régulièrement, elle demandait des nouvelles de la petite Catherine, elle proposait son aide si nous en avions besoin. Au début, j'étais méfiante. Je me demandais si tout ça n'était pas une comédie, si elle n'essayait pas de regagner notre confiance pour mieux nous manipuler ensuite. Mais au fil du temps, j'ai vu qu'elle était sincère. Elle avait vraiment changé. Elle faisait du bénévolat dans une association qui aidait les victimes de harcèlement au travail. Elle donnait des conférences dans lesquelles elle racontait son propre parcours, ses erreurs, ses regrets. Elle voulait que son histoire serve de leçon, que d'autres personnes ne commettent pas les mêmes erreurs qu'elle. Un jour, Madame Beaumont m'a invité à prendre un café. J'ai accepté, curieuse de savoir ce qu'elle voulait me dire. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café tranquille du quartier du Marais. Elle était habillée simplement, sans bijoux, sans maquillage. Elle avait l'air apaisée, plus détendue que je ne l'avais jamais vue. Nous avons commandé nos cafés, et pendant un moment, nous sommes restés silencieuses. Et puis, elle a commencé à parler. « Catherine, je voulais vous remercier », a-t-elle dit. « Vous m'avez ouvert les yeux. Si vous n'aviez pas réagi comme vous l'avez fait, si vous n'aviez pas défendu votre fille, je serais encore en train de faire du mal aux gens. Je serais encore cette femme arrogante et cruelle qui prenait plaisir à rabaisser les autres. Mais vous m'avez arrêté, vous m'avez fait tomber de mon piédestal, et même si ça a été douloureux, c'était nécessaire. » J'ai bu une gorgée de mon café, réfléchissant à ces paroles. « Vous savez, Madame Beaumont, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma fille. Pas pour vous. Je ne cherchais pas à vous donner une leçon ou à vous faire changer. Je voulais juste protéger Élise. Mais je suis contente de voir que vous avez su tirer quelque chose de positif de cette expérience. » Elle a hoché la tête. « Je comprends. Et je ne vous demande pas de me pardonner. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je voulais que vous sachiez que je travaille chaque jour pour devenir une meilleure personne. Et un jour, peut-être, j'aurai gagné votre respect.
Nous avons continué à parler pendant plus d'1 heure. Elle m'a raconté sa propre histoire, son enfance difficile, son père tyrannique qui lui avait appris que la seule façon de réussir dans la vie était de dominer les autres. Elle m'a dit qu'elle avait reproduit ce schéma toute sa vie sans jamais remettre en question son comportement. Mais maintenant, elle voyait les choses différemment. Elle comprenait que le vrai pouvoir, ce n'était pas de dominer les autres, mais de les aider à grandir, à s'épanouir. Je l'ai écoutée avec attention, et j'ai réalisé que derrière cette femme dure et cruelle se cachait une personne blessée, qui avait besoin de guérison. Quand nous nous sommes quittés ce jour-là, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je ne pouvais pas dire que je lui avais pardonné, mais je ressentais de la compassion pour elle. Elle avait payé le prix de ses actes, et maintenant, elle essayait de se racheter. C'était tout ce qu'on pouvait demander. Les mois ont continué à passer, et Madame Beaumont est lentement devenue une présence régulière dans nos vies. Elle venait voir la petite Catherine 1 fois par mois, toujours avec un petit cadeau, toujours avec un sourire doux. Elle ne parlait jamais du passé, elle ne cherchait pas à s'imposer. Elle restait humble, discrète. Et petit à petit, Élise et Thomas ont commencé à lui faire confiance. La petite Catherine, elle, adorait sa grand-mère. Elle l'appelait « Mamie Hélène » et elle courait vers elle à chaque visite. C'était beau à voir. Un jour, Élise m'a dit « Maman, je crois que je lui ai pardonné. » J'ai été surprise. « Vraiment ? » ?»« Oui, a-t-elle répondu. « Je vois qu'elle a changé. Je vois qu'elle essaie vraiment de devenir quelqu'un de meilleur. Et je crois que tout le monde mérite une deuxième chance. Surtout quand cette personne fait des efforts sincères pour se racheter. » J'ai souri. Ma fille avait un cœur immense. Même après tout ce qu'elle avait vécu, elle était capable de pardonner. C'était une leçon pour moi aussi. 2 ans après toute cette histoire, nous avons organisé un grand repas de famille pour fêter le 2e anniversaire de la petite Catherine. Nous étions tous là, Élise, Thomas, moi et même Madame Beaumont. Elle avait apporté un gâteau fait maison et elle avait aidé à décorer la maison. Pendant le repas, j'ai regardé autour de moi et j'ai ressenti une profonde gratitude. Nous avions traversé tellement d'épreuves, mais nous étions sortis plus forts. Nous avions appris à pardonner, à reconstruire, à avancer. Et surtout, nous avions appris que l'amour familial était plus fort que tout. À la fin du repas, Madame Beaumont s'est levée et elle a demandé la parole. « Je voulais vous remercier tous, » a-t-elle dit d'une voix émue. « Merci de m'avoir donné une deuxième chance. Merci de m'avoir montré ce qu'était vraiment une famille. Je sais que je ne serai jamais la belle-mère parfaite, la grand-mère parfaite, mais je promets de continuer à faire de mon mieux pour mériter votre confiance. » Elle s'est tournée vers moi. « Et Catherine, merci d'avoir été cette guerrière courageuse qui a défendu sa fille. Vous m'avez montré ce qu'était le vrai courage, la vraie force. Et pour ça, je vous serai éternellement reconnaissante. » J'ai senti les larmes monter à mes yeux. J'ai levé mon verre et j'ai dit « À la famille, aux secondes chances, et à l'amour qui triomphe de tout. » Et nous avons tous trinqué ensemble dans la joie et l'émotion. Aujourd'hui, 5 ans après cette terrible histoire, je peux dire que ma vie est belle. Élise est devenue une professionnelle respectée dans son domaine. Elle a même écrit un livre sur son expérience, un livre qui parle du harcèlement au travail, de la résilience, de la reconstruction. Le livre a eu beaucoup de succès et il a aidé des milliers de personnes qui vivaient des situations similaires. Elle donne maintenant des conférences dans toute la France. Elle intervient dans des entreprises pour sensibiliser les dirigeants et les employés à l'importance du respect et de la bienveillance au travail. Elle est devenue une voix importante dans la lutte contre le harcèlement et je suis tellement fier d'elle. Thomas, de son côté, a créé sa propre entreprise dans le domaine du conseil en management. Il aide les entreprises à créer des environnements de travail sains et respectueux. Son expérience personnelle lui a donné une sensibilité particulière sur ces questions, et ses clients apprécient beaucoup son approche humaine et empathique.
Il réussit très bien et surtout, il est heureux. Il a trouvé un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale et il est un père et un mari merveilleux. La petite Catherine a maintenant 5 ans. C'est une petite fille vive, curieuse, pleine de vie. Elle va à l'école, elle adore dessiner et jouer au parc. Elle me raconte ses journées avec enthousiasme, elle me pose 1000 questions sur tout. Et chaque fois que je la regarde, je vois un peu d'Élise en elle, cette même douceur, cette même gentillesse. Mais elle a aussi une force en elle, une détermination. Je sais qu'elle sera une femme extraordinaire. Quant à Madame Beaumont, elle fait maintenant partie de notre famille. Elle n'est plus cette femme froide et cruelle que j'ai connue. Elle est devenue une grand-mère aimante et attentionnée. Elle vient voir Catherine toutes les semaines, elle l'emmène au musée, au parc, à la bibliothèque. Elle lit des histoires avec elle joue à des jeux, elle l'écoute avec patience. Et Catherine l'adore. Leur relation est belle, authentique. Madame Beaumont a aussi gardé contact avec les anciens employés de son entreprise. Elle continue à leur présenter ses excuses, à les soutenir dans leurs projets. Certains ont accepté de lui pardonner, d'autres non, et elle respecte leur choix. Elle ne cherche pas à se racheter pour se sentir mieux, elle le fait parce qu'elle croit sincèrement que c'est la bonne chose à faire. Moi, j'ai continué ma vie tranquillement. Je profite de ma retraite, de mes petits plaisirs quotidiens. Je vois Élise et sa famille régulièrement, et c'est mon plus grand bonheur. J'ai aussi gardé contact avec Pierre, mon ami inspecteur du travail. Nous nous voyons de temps en temps pour prendre un café et discuter. Il me dit souvent que ce que j'ai fait a inspiré beaucoup d'autres personnes à se battre contre les injustices au travail. Il me dit que je suis une héroïne. Mais moi, je ne me vois pas comme ça. Je me vois juste comme une mère qui a fait ce qu'elle devait faire pour protéger son enfant. Il y a quelques mois, j'ai reçu une invitation à participer à une émission de télévision sur les femmes qui se battent pour leurs droits. Au début, j'ai hésité, mais Élise m'a encouragé à accepter. « Maman, ton histoire peut inspirer tellement de gens. Tu dois la raconter. » Alors j'ai accepté. L'émission a été diffusée à la télévision nationale et j'ai reçu des centaines de messages de soutien. Des femmes de tous âges m'ont écrit pour me remercier, pour me dire que mon histoire leur avait donné du courage. Certaines m'ont dit qu'elles avaient décidé de porter plainte contre leur employeur après avoir vu l'émission. D'autres m'ont dit qu'elles avaient quitté un environnement toxique grâce à mon témoignage. Tout ça me touche profondément. Je n'avais jamais imaginé que mon histoire aurait un tel impact. Mais ce qui me rend le plus heureuse, c'est de voir ma fille épanouie. Elle a surmonté ses traumatismes, elle a reconstruit sa vie, elle a trouvé sa voie. Elle est heureuse, et c'est tout ce qui compte pour moi. Quand je la regarde avec sa petite fille, quand je vois Thomas qui les entoure d'amour, je me dis que tous mes sacrifices en valèrent la peine. Je me dis que j'ai réussi ma mission de mère. Vous savez, cette histoire m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris que le courage ne vient pas de la force physique, mais de l'amour qu'on porte à ceux qu'on aime. Elle m'a appris que la justice existe, même si parfois il faut se battre pour l'obtenir. Elle m'a appris que les gens peuvent changer si on leur en donne l'opportunité. Et surtout, elle m'a appris que l'amour familial est la force la plus puissante au monde. Quand on aime quelqu'un, on est capable de déplacer des montagnes, de combattre des géants, de renverser des empires. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne regrette rien. Chaque décision que j'ai prise, chaque combat que j'ai mené, c'était pour protéger ma fille. Et je le referais 1000 fois s'il le fallait. Parce que c'est ça, être mère. C'est être prête à tout pour son enfant. C'est être sa protectrice, sa défenseuse, sa guerrière. Et je suis fier d'avoir été tout ça pour Élise. Alors si vous vivez une situation difficile, si vous voyez quelqu'un que vous aimez souffrir d'injustice, ne restez pas silencieux. Battez-vous, défendez-vous, cherchez de l'aide, parce que le silence ne fait qu'encourager les agresseurs.
parce que l'injustice ne disparaît pas toute seule. Il faut avoir le courage de se lever, de dire non, de demander justice. Et croyez-moi, même si le chemin est difficile, même si vous avez peur, ça en vaut la peine. Parce qu'au bout du chemin, il y a la paix, la dignité et la fierté d'avoir fait ce qui était juste. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Une histoire de douleur, de combat, de rédemption et surtout d'amour. L'amour d'une mère pour sa fille. L'amour qui triomphe de tout, toujours.